toutes et à tous. Merci de votre présence, finalement. On est content, on est quand même nombreux, voilà, et de nombreux élus. Alors, nous, cette manifestation, enfin, ce rassemblement, est à l'appel du collectif Rester sur Terre et notre fédération nationale de l'Union française contre les violences aériennes, dont nous faisons partie tous les deux. Voilà, je suis également vice-président du réseau Drapeau, il faut le souligner, voilà. Ça doit faire un peu plus de 22 ans qu'on travaille ensemble. Hein. Voilà, c'est ça, voilà. À l'heure où l'urgence climatique n'est plus une légende, mais une triste réalité, le trafic aérien doit être revu à la baisse et participer à l'effort collectif de réduction des gaz à effet de serre. 10 mois après le rassemblement du 9 mai, devant le ministère de la Transition écologique, et les promesses de M. Clément Beaune, qui était à l'époque le ministre délégué au transport, d'étudier des scénarios de plafonnement des aéroports. Aujourd'hui, nous avons l'assurance d'être reçus au cabinet du nouveau ministre, M. Patrice Vergriette, ce vendredi. Donc nous sommes reçus ce vendredi. C'est chez M. Patrice Vergriette et on sera à peu près 6 personnes. Donc pour représenter, il faut dire que là, on est quand même dans un mouvement national et même européen, puisqu'il y a quand même Francfort, Heathrow, Bruxelles, Amsterdam, Schiphol, voilà, qui sont également aujourd'hui mobilisés. À Orly, nous sommes arrivés au terme du travail sur l'étude d'impact selon l'approche équilibrée. Après 4 réunions de travail, le scénario proposé par les associations n'a pas été retenu. Je vous rappelle que le scénario qu'on avait proposé, nous, c'est conformément au décret de 1994, c'est-à-dire 200 000 mouvements et 1 heure de plus de couvre-feu. Voilà. Qui est soutenu par l'Organisation mondiale de la santé. Voilà. Les 3 scénarios restants sont dans les mains de Madame la préfète, et le scénario C, le seul qui représente déjà pour nous, riverains, élus, associations, un petit plus. Et c'est quand même pour nous une formidable opportunité d'obtenir une demi-heure de plus de couvre-feu afin d'honorer la promesse d'une réduction de 6 décibels. Ça, c'est la DGAC qui nous l'a promis, de 6 décibels à partir de 22 heures. Voilà. Donc je ne vais pas être très long. D'abord, j'espère que plusieurs élus vont prendre la parole. Je vais laisser... T'as introduit ou je vais laisser... Je vais laisser Gérard. J'avais quelque chose à rajouter et après on peut répondre à vos questions. J'ai quand même une chose à vous dire. Et là, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr. Moins d'avions, moins de bruit. On est d'accord. Moins d'avions, moins de pollution. Donc ça, c'est et la deuxième chose, et là je dis ça à tous ceux qui prennent l'avion régulièrement, l'avion c'est quand même la demande qui fait l'offre. Voilà. D'accord. Donc s'il y a moins de personnes pour prendre l'avion, quand on prend un avion pour aller à Marseille, on fait 100 voyages en TGV pour la même empreinte carbone. Je pense qu'il y a un moment où il faut qu'on soit conscient. On a des enfants, des petits-enfants pour beaucoup d'entre nous, et il faut qu'on leur laisse une planète en meilleur état que ce qui est prévu. Voilà, ben, je te laisse la parole, et puis après, il y a d'autres prises de parole, j'espère. Voilà, merci Luc. Voilà, donc aujourd'hui, vous vous trouvez bien dans un rassemblement qui est sur le thème, qui est basé sur le fait que le 17, quelque chose, ce sera la journée mondiale pour le sommeil. C'est bien dans ce cadre que ce dont vient vous parler Luc, c'est ça. On veut pouvoir dormir. Les enfants doivent pouvoir s'endormir le soir plus tôt parce qu'on sait que les apprentissages, c'est le cerveau qui travaille après dans la première partie de la nuit et on en connaît les conséquences dans la mesure où l'endormissement n'est pas correct, etc. Et puis nous aussi, chacun d'entre nous, on peut avoir ce sentiment-là. Donc c'est bien dans le cadre d'une journée mondiale du sommeil. Ça, c'est très important. Alors ensuite, par rapport à ce que vous avez dit, Luc,
à propos des négociations qui viennent de se tenir, il y a bien deux phases. Il y a le PPBE, un gros mot, mais ça veut dire plan de prévention du bruit dans l'environnement. Un plan de prévention, c'est quelque chose, en principe, qui se fait avant la période de référence. On est sur le plan de prévention 2023-2028, d'accord? Bien, eh ben, on n'a rien commencé, alors que la CCE d'Orly, de 2022, a acté d'un certain nombre de choses à mettre en œuvre. Et les choses à mettre en œuvre, bon, la liste est longue, mais le point principal, c'est la réduction du bruit de 6 décibels dans la période 22h, 23h30. Qu'est-ce que ça veut dire, 6 décibels? L'énergie sonore est divisée par 2 quand on baisse de 3 décibels. C'est des logarithmes, c'est compliqué, mais bon, c'est comme ça. Ça veut dire que si on baisse de 6 décibels, il faut 4 fois moins d'émissions d'énergie sonore. 4 fois moins d'émissions d'énergie sonore, ça veut dire en gros 4 fois moins d'avions. Bien. On a été très surpris d'ailleurs que dans les propositions du PPBE, on nous propose ça. On a quelquefois l'impression que ça a été proposé sans se rendre compte des conséquences. Donc il faut déjà, pour appliquer ce plan de prévention du bruit dans l'environnement, il faut d'abord commencer par le mettre en œuvre. Ensuite, la deuxième partie, ce qu'on appelle la démarche dite d'approche équilibrée au sens où il faut tenir compte des intérêts, on va dire, de l'aérien, hein, des acteurs de l'aérien, et des intérêts des gens qui se trouvent en dessous, qui subissent eux, d'accord, c'est-à-dire nous qui les représentons ici. Ce plan, donc cette démarche d'approche équilibrée, on l'a négocié, comme on l'a dit Luc, pendant de très nombreuses séances de travail, et on a abouti à des scénarios au pluriel et plusieurs scénarios donc, qui nous ont été proposés. On en a éliminé d'emblée un certain nombre, parce que ça présentait en réalité aucun intérêt, parce qu'aucun progrès au départ par rapport à ce que prévoyait le PPBE. Vous voyez, on a fait une négociation. Parce que qu'est-ce que c'est une approche équilibrée? On constate que dans le PPBE, les résultats obtenus sont insuffisants pour que les 75 000 personnes les plus proches de la plateforme, 75 000, qui subissent une espérance de vie diminuée de 37 mois, dont 20 mois dus à l'avion. Notre problème au départ, c'est un problème sanitaire. Bien comprendre ça et bien soutenir ça. Il y a 75 000 personnes dont la santé est menacée par les survols des avions. C'est évidemment ceux qui sont les plus proches de la plateforme. Et évidemment, la ville de Villeroy, ici représentée, est typique en la matière, dans la mesure où effectivement, des gens habitent au ras des pistes. Puisque pour construire la deuxième piste de l'aéroport, il a fallu abattre un certain nombre de pavillons du quartier le plus proche. Vous voyez? Donc il y a des rues qui s'arrêtent avec des moellons de béton, et de l'autre côté, il y a l'avion. Vous voyez la vie de ces gens-là. Donc il y a un problème sanitaire. Un problème sanitaire, ça ne peut pas être ignoré par l'État. Il faut trouver des solutions dès lors qu'il est quantifié, démontré, etc. Bien. Donc si on part de ce problème sanitaire, qui est notre combat central, évidemment, si les gens les plus proches de la plateforme voient des améliorations en termes de nombre d'avions qui décollent et en termes de réduction du nombre d'heures d'exposition au bruit, par conséquent, tous les autres personnes du sud francilien que nous défendons, c'est quand même 255 communes représentant pratiquement 2 millions d'habitants, qui subissent des bruits moins forts. Hein, je réside d'ailleurs, on est à 15 km du seuil de piste, il y a moins de bruit qu'à Villeneuve-le-Roi, évidemment. Mais à partir du moment où le trafic réduit, où le temps d'exposition au bruit réduit, ben, tout le territoire en bénéficie. Donc il faut que notre cheval de bataille, on ne combat pas l'aérien, on combat
les conséquences sur la santé des survols aériens. C'est deux combats différents, enfin, dans les mots, dans les résultats, évidemment, on connaît bien. Bon, donc ce PPBE n'est pas appliqué, il faut qu'il s'applique. Et puis la démarche dite d'approche équilibrée, c'est prendre des mesures restrictives supplémentaires lorsque le PPBE ne résout pas le problème sanitaire. Vous voyez qu'on est loin du compte par rapport à tout ça, très loin du compte. Mais cependant, si on se retrouve là, s'il y a eu des négociations, des visites au ministère, des tas de choses comme ça, c'est quand même, les choses bougent. Pourquoi? Tout simplement parce que plus personne aujourd'hui, c'était le cas il y a encore quelques années, ne peut nier le réchauffement climatique, les conséquences sur le dérèglement climatique. Et le dérèglement climatique, ça entraîne une conséquence quotidienne, c'est que les avions sont quelquefois pas à leur place, tout simplement parce que les conditions météo ne le permettent pas. Et ça, ces circonstances-là ont encore augmenté du fait de ce dérèglement. Bien. Alors, ensuite, on a, avec, je dirais, les plateformes de Roissy, Le Bourget, Orly et désormais Beauvais-Tillé, lancé l'idée qu'il fallait démontrer plus fort, se montrer plus fort que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. La première phase, Luc le dit, je crois, je vais quand même la rappeler, la première phase, c'était effectivement ce rassemblement devant le ministère de la transition écologique en juin 2022. Notre action avec l'UFCNA, l'Union française contre les nuisances aériennes, avait permis d'obtenir, si vous voulez, en quelque sorte, un premier résultat qui déplaît à une partie des acteurs du secteur aérien, soit la DGAC, c'est-à-dire que la DGAC n'est plus l'autorité indépendante, parce qu'elle ne l'a jamais été. Pourquoi elle ne l'a jamais été? Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'un avion atterrit ici, d'accord, et sur les autres plateformes bien entendu, eh bien la DGAC est payée pour ce service, si je puis dire. Bien. Quand le service de l'État, qui doit défendre aussi, en principe, les gens survolés, voyant plus d'argent, en gagne plus, enfin, voyant plus d'avions, gagne plus d'argent, bon, c'est pas très indépendant. Donc nous avions fait avec l'UFCNA un recours auprès du Conseil d'État pour dire c'est pas normal que la DGAC soit considérée comme une autorité indépendante. Et désormais, ce sont les préfets qui ont été désignés comme autorité indépendante. Les préfets, on est bien d'accord? Et ça change malgré tout beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Puisque, bon, sur un certain nombre de dispositifs, la DGAC était priée de revoir sa copie. Je citerai simplement, par exemple, les procédures de descente continue à partir en configuration ouest, à partir de l'est, et du plateau Grigna. Eh bien, la préfète a dit à la DGAC que le dossier présenté n'était pas sérieux. Il n'était pas sérieux pour une raison très simple, c'est que ça a été présenté en 2023, je crois, fin 2022, et que les populations prises en référence concernant le nombre de gens qui étaient concernés étaient les populations en 2012. C'est pas sérieux. Je ne vais pas dire jusqu'à n'importe quoi, mais je le pense tout haut, donc tout le monde a traduit. C'est n'importe quoi. Il y a beaucoup plus de gens qui sont installés sur le plateau Bria intermédiairement et depuis 20 ans. C'est l'éminence. Donc si on veut faire des études sérieuses, il faut le faire avec des arguments sérieux. Voilà, bien. Donc on en est à cette phase où il nous faut faire preuve de force. Les mairies, 85 mairies sur cette zone-là, il n'y avait pas Beauvais-Tillé à ce moment-là, ont signé une motion en délibération du conseil municipal. Et ensuite, nous avons organisé avec, on va dire, Eugénie Pontier, qui elle, est sur Roissy. C'est une femme très active et très décidée, qui a tout fait pour empêcher la construction du T4, un quatrième aéroport sur Roissy, et l'a obtenu, mais l'a obtenu peut-être pas de façon définitive, mais du moins a fait retarder le projet. Donc c'est quelqu'un de très actif. On a beaucoup travaillé avec Drapeau, avec elle.
pour préparer l'événement qui est la consultation citoyenne ou publique actuellement en cours. Tout le monde a eu des documents à ce sujet-là, je pense. On a bombardé les mairies de mails, etc. Bien. Donc il faut signer ce document-là. Il faut le faire signer à vos amis, vos relations, un maire incitant un autre maire à le faire, etc. Et pour faire cette consultation, on a désormais 142 communes qui sont communes partenaires pour promouvoir ce mouvement. 142 communes. D'accord ? C'est, je vous assure, vraiment unique. Ces 142 communes, elles représentent quand même 2 millions d'habitants. On a ouvert le vote, volontairement, à ceux qui ont plus de 16 ans, parce qu'on considère que les décisions prises aujourd'hui vont les marquer, eux, demain. Nous, pour un certain nombre de... On a commencé à... Voilà. Bien, je vais vous lire ensuite le texte, et puis vous le relire. Voilà. Donc, il faut que dans toutes les mairies, on se mobilise là, sur cet événement-là, faire en sorte qu'un maximum de gens signent cette pétition, on dira, hein, cette consultation citoyenne. C'est très important. 1 million, 2 millions d'habitants, oui, oui, 2 millions d'habitants, ça fait 1,7 million, 1,8 million de gens de plus de 16 ans. 10% d'entre eux signent cette pétition, seulement 10%, et nous allons voir monsieur le ministre avec 150 000 signatures. Vous allez dire, il rêve, hein, mais on va voir. Hein, ça va lui être difficile de nier ça. Hein, là, ça prend une dimension politique, en quelque sorte, pour un responsable d'un ministère. Voilà. Voilà. Pour ponctuer, alors cette consultation publique, elle a lieu du 11 au 24 mars, comme vous savez. Elle est ouverte à partir d'un lien pour la consultation publique par Internet, d'un lien. Il est disponible dans toutes les mairies qui ont communiqué là-dessus, etc., etc., dans l'objectif qu'un maximum de gens puissent voter. Et puis, un certain nombre de mairies ont ouvert des bureaux de vote manuels, traditionnels. C'est le cas de la mairie de hier. Monsieur le maire était avec une équipe d'élus hier soir à la sortie du RER. 117 personnes ont signé ça. Ont pris le temps de remplir un bordereau de signer en sortant du RER quand on vient de son boulot et qu'on a une hâte, c'est de retourner chez soi. D'accord ? Bien. Donc, c'est un exemple. Ça ne fait pas les 150 000, on est bien d'accord. Enfin, ça commence à faire. Et puis, pour ponctuer définitivement cet événement, nous vous proposons place de la... Voilà, ça y est, le démarre habituel. Devant l'Assemblée nationale, place du Palais Bourbon, pour être précis, le 20 à 13h, le 20, c'est-à-dire pile dans 8 jours, à 13h, un maximum de personnes, un maximum d'élus avec leurs écharpes, de députés, de sénateurs qui ont été invités, d'accord ? Pourquoi ? Pour faire nombre. Elle est grande, la place. Alors pourquoi avoir choisi aussi cette date ? Parce que par rapport au planning, ça nous arrangeait, il y avait une disponibilité tout simplement, et aussi tout simplement parce que juste après, vers 14h, il y a une séance de questions orales, d'accord ? Et il se trouve qu'un certain nombre de députés et de sénateurs ont déposé un projet de loi pour justement... proposition de loi. Proposition de loi. Proposition de loi pour... tu fais bien de me reprendre. C'est une proposition qui devient ensuite un projet. Donc, il y a 7 textes qui vont être présentés et il y a un texte une proposition qui va être certainement retenue, au moins dans le principe au départ, c'est celle de la députée qui est de la majorité présidentielle, tout simplement parce que les autres députés l'admettent. En général, quand il y a un projet, plusieurs propositions présentées, on retient celle qui correspond à la majorité en place, où c'est classique. Mais nous avons travaillé avec les autres auteurs de textes de telle façon
à ce qu'on arrive à un consensus par des amendements proposés par les autres, de telle façon à ce que l'Assemblée nationale puisse se prononcer positivement sur ce projet. Parce que dans l'ambiance politique actuelle, faire voter tout le monde sur un même texte, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Voilà. Donc on a fait tout le travail pour ça. Donc c'est la raison pour laquelle on va tous se retrouver, et bien d'autres, hein, le 20 juillet, oui, à 13h, rassemblement un quart d'heure avant, hein, pour se placer, voilà, de telle façon à ce qu'on fasse nombre. La place est grande, il y a la place pour au moins 500 personnes. Voilà. Les élus, par contre, qui voudront faire des prises de parole, ils doivent s'inscrire. Hein. Ils doivent s'inscrire pour qu'on puisse établir l'ordre de passage, les thématiques à aborder par les uns et les autres, que ce soit pas répétitif, avec 5 maires qui interviennent sur le même sujet. Il y a le sujet principal, plein de sous-sujets, et on préfère le répartir dans le temps de parole entre les différents élus présents. Voilà, donc je vous dis au 20. Ils veulent prendre la parole. Ils veulent prendre la parole. Les élus veulent prendre la parole, on va leur laisser la parole. Merci.